Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Au sommaire, comme chaque semaine, les résultats des joueurs belges en ATP, WTA, Challenger et surtout cette semaine deux très belles victoires en futur. Enfin, à la fin de cette petite vidéo, je vous proposerai une petite nouveauté avec Joël et vous verrez ça tout à l'heure. En attendant, on commence tout de suite avec les résultats sur le grand circuit. On avait quitté David Goffin assez gêné dans le dos la semaine passée à Bastad. Il n'avait pas abandonné contre Per, le futur vainqueur, mais il avait vraiment eu du mal à terminer son match et à jouer correctement. Cette semaine, ça va mieux. Il s'est aligné à Gstaad sans ressentir la moindre douleur, et il a d'ailleurs été jusqu'en finale. Malheureusement, il n'a pas réussi à gagner. Il avait les points de Kitzbühel à défendre, puisqu'il y a une semaine de décalage par rapport à l'année passée. Et il rencontrait assez étonnamment le même joueur qu'en finale à Kitzbühel l'année passée, c'était Dominic Thiem. Il a perdu cette année. Ça n'a rien de grave évidemment, on connaît les qualités du jeune Autrichien, et pour David, de toute façon, l'objectif était rempli, c'était d'au moins prendre quelques points en vue de se classer dans le top 16 pour l'US Open. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Kimur Kopoyan, c'était également dans ce tournoi. Il a été battu dès le premier tour par une tête de série, la tête de série numéro 5, le Brésilien Bellucci, qui a d'ailleurs été jusqu'en demi-finale, battu par David. Et côté féminin, Kirsten Flipkens, après sa belle demi-finale à Istanbul la semaine passée, elle poursuit son parcours. Elle était à Bakou, elle a encore réalisé un quart de finale avec une victoire sur la tête de série numéro 7 du tournoi et une défaite où elle n'a pas pu faire grand chose, mais malgré tout, c'était contre Pavlyuchenkova qui n'est pas une manchotte non plus. Et donc voilà, c'est pas grand chose à se reprocher, mais en tout cas un bon parcours à nouveau pour Kirsten. Les challengers. Yannick Mertens est en super forme depuis le début du mois d'ailleurs. Il a remporté un futur aux Pays-Bas, il a fait un quart de finale dans un challenger à Recanati la semaine passée. Là il récidive, quart de finale de nouveau dans un gros challenger à Astana, au Kazakhstan. Seulement battu par la tête de série numéro 2, le russe Kravchuk, donc pas grand chose à se reprocher. Et voilà Yannick qui est maintenant bien installé dans le top 200 et à son meilleur classement. Jérôme Gigounon, lui, ça va plus trop bien cette dernière semaine. Il était à Biella, il a encore perdu au premier tour. Côté féminin, Isaline Bonaventure était, on le sait, en forme. Elle a remporté un 25 000 $ la semaine passée à Darmstadt. Elle jouait cette fois un 75 000 $ à Sobota, en Pologne. Elle n'a pas eu de chance au tirage. Elle rencontrait la tête de série numéro 2, Kiki Bertens, au premier tour, 114e mondial. Elle lui a pris le premier set. Après, la néerlandaise a malheureusement pris le dessus, mais voilà, Isaline est dans une bonne forme et on la reverra en août certainement. Autre nouvelle encore à ce niveau-là, Anne-Sophie Mestak, elle avait donc joué 2 finales consécutives aux États-Unis. Ici à Lexington, c'était toujours un 50 000 $. Malheureusement, elle a été contrainte à l'abandon dès le premier tour. Mais rien de grave a priori, puisqu'elle s'est alignée ce week-end dans les qualifications du tournoi WTA de Washington. Les futurs maintenant. Grosse surprise au futur de West End, qui était à 15 000 $, donc le futur le plus richement doté depuis le début de l'été en Belgique. On attendait Niels de Seine, voire Julien Canina pour la victoire finale, et c'est Joran Vegen qui s'est imposé. C'était vraiment une grosse surprise parce que Joran est classé 1110e mondial, donc c'est assez rare à ce niveau-là de remporter un 15 000 $. Il n'avait jamais jusque-là dépassé les quarts de finale dans un futur, même à 10 000 $. Il n'avait jamais battu de joueur mieux classé que la 450e place mondiale. Et donc là, il a battu tous ses records, il a battu 3 joueurs mieux classés que cette place-là, et il a remporté son premier titre professionnel. En finale, Joran a battu Julien Canina, au tie-break du dernier set, donc pour quelques points, Julien rate un trick qui aurait été quand même assez fabuleux après ses victoires à De Haan et à Dreenbergen. Mais bon, Julien peut quand même, avec cette finale et ces 2 victoires avant, être très satisfait de son mois de juillet. Et toujours dans ce tournoi-là, Joran il s'est pas contenté de remporter le double, il a aussi atteint la finale de remporter le simple, pardon. Il a aussi atteint la finale en double avec Sander Gillet. Un autre Belge a remporté son premier titre
futur donc professionnel, c'était Christopher Heyman. À 21 ans, il remporte donc le tournoi de Essen en ne perdant aucun set pendant toute la semaine, et en battant notamment Clément Gaines en demi-finale 6-3, 6-3. Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés la semaine passée à Dunbergen. C'était Clément qui l'avait emporté, mais en 3-7 nettement plus serré. Encore à noter, toujours chez les garçons, une demi-finale en simple et une finale en double de Romain Barbosa à Castelo Branco. Chez les filles, pas de tournoi ITF en Belgique cette semaine, mais quelques satisfactions tout de même, notamment Kimberly Zimmerman, qui est sortie des qualifications aux 15 000 $ de Orp et qui a poursuivi son chemin jusqu'en quart de finale. Kimberly qui était vraiment à la recherche de son meilleur niveau depuis le début de l'année, d'ailleurs ce n'est que son deuxième quart de finale, et elle a réussi de très belles performances, notamment en battant au premier tour la Tchèque Pantukova, 348e mondiale, ce qui constitue la deuxième meilleure performance de Kim en termes de classement, donc vraiment très bon pour Kim, et en plus en quart de finale elle n'est pas passée loin de faire encore mieux, puisqu'elle n'a perdu qu'en 3 très serré contre la Tchèque, une autre Tchèque dont j'ai oublié le nom, mais qui est 326e mondiale. Donc excellent pour Kimberly, d'autant que ces autres victoires face à des top 500 remontent quand même à 2011 et 2012, donc cette semaine signifie certainement beaucoup pour elle, et c'est assez sympathique de la revoir à ce niveau, à confirmer bien entendu dans les prochaines semaines. Belle surprise également du côté de Pärnu en Estonie, où India Magen s'est hissée en demi-finale, en battant la numéro 1 du tableau, la norvégienne Flod, et en passant pas loin de la finale, puisqu'elle ne s'est inclinée qu'en 3-7 contre la néerlandaise Wakano, qui était tête de série numéro 3. Donc excellente performance pour India, qui n'avait plus atteint une demi-finale en 10 000 $ depuis presque un an. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de la retrouver à ce niveau. Encore à signaler, Helen Skolsen qui a atteint les quarts de finale de nouveau, pas loin de là en Finlande, à Savitaipale, en quart de finale en simple, et encore une finale en double toujours pour Helen. Chez les jeunes, deux événements importants cette semaine, la Summer Cup et surtout le Festival olympique de la jeunesse européenne, qui rassemble plusieurs des meilleurs joueurs de moins de 16 ans européens. Et il ne faisait pas partie des favoris, mais Thibaut Colson a réussi à se hisser en demi-finale. Il a fait un bon match en demi-finale, il n'est pas passé loin de la médaille d'argent. Il l'a perdu, mais il a réussi à gagner le match de classement et donc à revenir avec la médaille de bronze de ce Festival olympique européen de la jeunesse. Excellente nouvelle pour lui, et à revoir très certainement prochainement Thibaut Colson. Un nom à retenir en tout cas. Ensuite, la Summer Cup, c'est une sorte de championnat européen par équipe extérieure, donc c'est la différence avec la Winter Cup qui se joue en février à l'intérieur, en salle. Là, on avait nos équipes de moins de 18 ans garçons, de moins de 16 ans garçons et filles qui jouaient, donc des phases qualificatives. Les garçons ont terminé 3e de leur poule, les garçons de moins de 18 ans, les garçons de moins de 16 ans ont terminé 4e et les filles 7e. Malheureusement, seuls les deux premiers sont qualifiés pour les phases finales qui se joueront la semaine prochaine. Donc les garçons, je les cite quand même, les moins de 18 ans qui sont vraiment c'est tout près de cette qualification, c'était Lorenz Verboven, Loïc Luchak et Lucas Daz, qu'on retrouve déjà dans les qualifications et même parfois dans les tableaux finaux des tournois futurs du circuit belge. Dernière nouvelle encore à noter chez les jeunes, Iman Boumjdul, une jeune limbourgeoise de 13 ans qui n'avait jamais joué jusque-là un tournoi international et qui s'est hissée en quart de finale du catégorie 3 des moins de 14 ans de Oberenfelden. Mais tout de suite, je rejoins Joël pour la petite surprise dont je vous parlais en intro. Bonjour Joël, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler des têtes de série. Les têtes de série, ouais. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut en dire. Tout le monde sait ce que c'est qu'une tête de série. Ce sont les meilleurs joueurs, on les place de part et d'autre du tableau pour qu'ils ne se rencontrent pas au premier tour. Et voilà, c'est tout. Leur nombre varie de la taille du tableau. Il y en a 8 pour un tableau de 32 joueurs, 16 pour un tableau de 56 ou de 64, et 32 pour un tableau de 96 comme Indian Wells et Miami, ou de 128 comme les Grands Chelems. Et bien sûr, tu crois qu'il y a toujours eu 32 têtes de série dans les Grands Chelems? Bah oui, je pense. Oui. Et non, et non. C'est en 2001 qu'on a commencé avec ça.
Après Roland Garros, les 4 directeurs des tournois du Grand Chelem se sont réunis. Ils ont décidé de faire passer les tableaux de 16 à 32 têtes de série et ils ont mis ça en application dès Wimbledon, le tournoi suivant. Effectivement, maintenant que tu le dis, je m'en souviens, c'est pas si loin que ça. Et bon, le 32, c'est un maximum de toute façon. Ah non, non. C'est déjà arrivé qu'il y ait une 33e tête de série. Ah bon? Eh oui. Eh bien, par exemple, une des têtes de série déclare forfait après le tirage au sort, mais avant qu'on ait joué le premier match. Pour pas déséquilibrer le tableau, on remplace la tête de série par le joueur le mieux classé qui n'était pas tête de série. Et à la place de ce joueur-là, qu'est-ce qu'on met? Ah, mais là, on met le Lucky Loser, le fameux Lucky Loser. D'accord. Et c'est déjà arrivé? Ah, bien sûr, oui. Un cas comme ça qui me revient à l'esprit, 2003, Wimbledon, Amélie Mauresmo, 6e tête de série, mal au dos, elle déclare forfait, remplacée par Kuznetsova, qui devient 33e tête de série, et qui poursuit son petit bonhomme de chemin jusqu'en quart de finale où elle perd contre... Contre... Mais Justine Henin, enfin. Ah oui, 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 d'accord. Justine, ça va, je m'en souviens. Mais... Et... Je parie que tu ne sais pas qu'il y a même un joueur qui a profité de ce système pour aller jusqu'au bout à Wimbledon. Jusqu'au bout? Oui, Richard Krajicek. À l'époque, il n'y avait que 16 têtes de série. Il est devenu 17e tête de série. Et il est allé jusqu'au bout. Bon, évidemment, il a aussi battu Pete Sampras quand même en route. Hein, donc, c'était pas un manchot. Hein. D'accord. Et bon, évidemment, pour établir les têtes de série, on suit toujours le classement ATP et le classement WTA. Et non, une fois de plus, tu as tort. De nouveau, les grands chelems ont le droit de ne pas respecter ce classement et de faire ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, dans la pratique, c'est pas comme ça. Hein. Il n'y a que Wimbledon qui, jusqu'en 2002, a fait appel à un seeding committee qui faisait un peu ce qu'il voulait, surtout un petit peu monter le classement et surévaluer les joueurs britanniques. Et d'évaluer, j'imagine, les spécialistes de terre battue comme les Espagnols qui ne devaient pas beaucoup apprécier ça. Exactement, ils trouvaient même que c'était un petit peu... Enfin, beaucoup n'ont pas été à Wimbledon pendant des années à cause de ça, car ils trouvaient ça irrespectueux, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui à Wimbledon alors? Ah, bien, pour les femmes, ça reste un seeding committee, mais là, ils font beaucoup moins de changements. Ça reste tout à fait dans l'acceptable. Par contre, pour les hommes, ils ont mis un système, pas piqué des verres, assez complexe. On prend le nombre de points au classement ATP la semaine du tirage au sort. On y ajoute 100% des points gagnés dans les tournois sur gazon lors des 12 mois précédents. Et on rajoute encore 75% des points gagnés sur gazon la saison encore avant. D'accord, effectivement, ça m'a l'air bien complexe. Mais dis-moi, ça signifie quoi l'expression tête de série? Ah, tête de série, ça remonte aux années 70-80. Le tennis commence à être populaire à la TV, tout comme les grandes séries, hein, Dallas, Dynasty, c'est ces années-là. Hein. Dallas et Dynasty, je vois vraiment pas le rapport. Hein. Mais enfin, à Wimbledon, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Les joueurs les plus charismatiques jusqu'au bout du tournoi. Si ces joueurs disparaissent au premier tour, on voit plus rien, plus de spectateurs, plus de téléspectateurs. Alors, ils ont inventé un système où les joueurs les plus charismatiques ne se rencontraient pas dans les premiers tours. Un journaliste français a vu ça, il a piqué une petite colère, il a dit « C'est scandaleux, comment est-ce qu'on peut protéger des joueurs juste parce qu'ils ont des têtes de série ?» D'accord, tu es vraiment sûr de ça? Mais enfin, tout le monde se sent, hein, Fred. Ok, bon bah on va passer à autre chose. Hein. Ça, c'est une bonne idée. Allez, Allez, santé. Un petit mot sur les classements. Malgré sa finale à Lackstadt, David Goffin perd une place puisque, je vous l'ai dit, il avait sa victoire à Kitzbühel à défendre. Bon, pas de soucis pour l'instant. De toute façon, le top 16 pour les têtes de série pour l'US Open se jouera dans les 2 prochains Masters 1000 de Cincinnati et du Canada. Donc l'important pour David, je l'ai dit aussi déjà, je pense, c'était de marquer quand même quelques points durant ce mois de juillet où il avait énormément de points à défendre. C'est fait, contrat rempli. Maintenant il peut se concentrer à fond sur les 2 Masters 1000. Et d'ailleurs il a déclaré forfait pour le tournoi de Kitzbühel qui se jouait cette semaine, malgré son titre à défendre, justement pour se concentrer sur sur le ciment américain. Autre nouvelle importante, une petite chute pour Ruben Bemelmans qui avait aussi des points à défendre, la demi-finale dans un gros challenger, une demi-finale pardon, dans un gros challenger au Canada. Il a perdu 9 places et se retrouve à la 98e place, donc pas loin, bon, il garde sa place dans le top 100.
c'est pas très grave non plus, il est dans le tableau final pour l'US Open de toute façon, donc pour lui c'était le principal. Yannick Mertens, je l'ai dit, grâce à son quart de finale à Astana, continue à progresser, il est 183e, il gagne 8 places, et donc il poursuit son bel été également, il est largement à son meilleur classement. Les deux belles surprises, belles découvertes de la semaine passée à Duinbergen, Jolan Caillot, demi-finaliste, il fait le bond de la semaine et probablement le bond de l'année puisqu'il remporte 1045 places et se hisse au 1142e rang mondial. Ça paraît pas grand chose, mais à ce niveau-là c'est très important pour être au moins tête de série dans les qualifications des futurs, voire peut-être parfois être qualifié directement dans le tableau final. Donc ça va changer beaucoup de choses pour le reste de la saison de Jolan. Et l'autre belle surprise à Duinbergen, c'est celui que Jolan a battu en quart de finale, c'était Benjamin Doe. Lui, il grimpe également de, je l'ai noté quelque part, de 332 places et il est 1414e mondial. Côté descente, malheureusement, les chutes continuent pour Arthur de Greve qui est donc toujours blessé. Il est 311e et il perd 11 places. Et pour Yannick Reuter qui lui est revenu, mais qui a beaucoup de points à défendre pour l'instant, et donc qui perd 59 places et descend à la 455e place. C'est quand même très loin du niveau qu'on peut attendre pour un joueur de cette qualité. Dans le classement féminin, pas grand chose à dire, juste Isaline Bonaventure qui, grâce à sa victoire aux 25 000 de Darmstadt la semaine passée, revient dans le top 200. Et non seulement elle revient dans le top 200, mais en plus elle atteint le meilleur classement de sa carrière avec la 184e place mondiale, plus 18. C'est aussi une excellente opération afin d'être dans le tableau final, dans le tableau qualificatif de l'US Open. Pas grand chose d'autre à dire, oui, juste Magali Kempen qui est toujours blessée, continue sa chute au classement, elle perd 66 places et se retrouve 991e mondiale. C'est dommage pour une jeune fille en pleine progression, mais bon, elle est encore très jeune et rien n'est mal fait pour elle, de toute façon on la reverra. Voilà, ceci clôture cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu, notamment la petite nouveauté avec Joël, le lexique avec Joël. On en refera, c'est promis, il y en a déjà d'enregistrés, donc ce sera sans doute plutôt fin août, voire durant le mois de septembre. Et si ça vous plaît, on en fera encore. Et donnez-nous votre feedback là-dessus. Autre chose encore à signaler, on va être en effectif réduit ces prochaines semaines, pardon. Donc le site va tourner un petit peu au ralenti. Il y aura notamment pas de vidéo dans les 2 prochaines semaines. Je vous donne rendez-vous fin août pour la prochaine vidéo. Et sur le site, les résultats seront mis à jour, mais certaines fonctions pourraient ne pas être mises à jour. Notamment, je pense au programme sur la page Facebook et des choses comme ça. Quant à moi, donc, je vous l'ai dit, je vous retrouve fin août. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao!